Bonsoir à toutes et à tous. Nathalie Marceau-Ramel, directrice de l'ENSIB. Monsieur le doyen honoraire de l'Inspection générale des bibliothèques, cher Pierre Carbone. Monsieur le chef du collège bibliothèque, documentation, livres et lecture publique de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, cher Philippe Marceau. Monsieur l'inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, cher David Emonin. Chers et chers collègues, élèves, étudiants, étudiantes, je vous remercie de votre présence à cette soirée de lancement intitulée « Inspecter les bibliothèques, inspecter la culture », organisée conjointement avec l'ENS de Lyon et plus particulièrement ENS Éditions. Cette soirée accompagne la publication de 2 ouvrages qui abordent des thèmes voisins. « Inspecter les bibliothèques 1822-2022 », ouvrage collectif coordonné par Fabienne Henriot, publié aux éditions de l'ENSIB dans la collection papier dirigée par Suzanne Kovacs, ici présente également. Et Inspecter la culture, une sociologie de l'écriture administrative, écrit par Marion de Monteil, maîtresse de conférence à l'Université Picardie-Jules Verne, et cet ouvrage est publié par ENS Éditions. Et Marion de Monteil signe également un chapitre au sein de l'ouvrage Inspecter les bibliothèques, ce qui fait donc le lien entre les deux livres. Je me réjouis de ce lancement associant les 2 maisons d'édition qui ont beaucoup en commun, donc les presses de l'ENSIB, les éditions de l'ENSIB et ENS Éditions. Et je les remercie de cette initiative, parce que c'est une première. Alors vous ne m'en voudrez pas de centrer une partie de mon propos sur l'ouvrage publié par les éditions de l'ENSIB. C'est une soirée un peu particulière pour ce qui me concerne, puisque avec le lancement de Inspecter les bibliothèques se clôt une aventure qui a démarré voilà près de 5 ans par un message du doyen de l'Inspection générale des bibliothèques, je vais dire IGB ensuite, qui était alors Benoît Lecoq, un message du 8 janvier 2020 pour être précise. Il m'informait du projet formé, on pourrait presque dire fomenté, par quelques anciens doyens et lui-même, afin de commémorer le bicentenaire de l'Inspection générale des bibliothèques, créée en 1822. Le message signalait que l'ENSIB serait, je cite, le mieux à même de porter ce projet et, le cas échéant, de publier les actes de cette manifestation. L'idée d'une publication était déjà en germe. Sur la base d'une fiche rédigée par Pierre Carbone, provisoirement intitulée « Les bibliothèques au regard de l'IGB », j'ai accepté le principe d'accueillir à l'ENSIB un colloque sur ce thème, un comité d'organisation animé par Pierre lui-même et un comité scientifique présidé par Malcolm Wolsby, qui est professeur à l'ENSIB, ont travaillé durant 2 ans pour préparer cet événement. Alors, je salue la présence ce soir d'André-Pierre Sirène, ancien directeur de la valorisation de l'ENSIB, qui est désormais heureux retraité, qui aura beaucoup contribué au comité d'organisation, de même que Reine Burki, qui, elle, est bien toujours en poste à l'ENSIB. J'ai eu le plaisir d'ouvrir ce colloque ici même, le 20 octobre 2022, en présence de Pierre, mais également de celui qui a été l'autre cheville ouvrière de ce colloque et du projet, l'ancien doyen de l'IGB, Daniel Renoux. Daniel n'a pas pu être présent ce soir et je le regrette, je le lui ai dit. Mais nous nous sommes redits, lui et moi, récemment, à quel point nous avions apprécié ce dernier projet mené en commun, malgré les embûches. J'ai déjà indiqué lors de l'ouverture du colloque en 2022 que Pierre Carbone et moi avions démarré nos échanges le 12 mars 2020, donc à la veille, vraiment à la veille du premier confinement lié à la pandémie de Covid-19. Je ne vais pas y revenir aujourd'hui puisque au final, tout s'est déroulé comme nous le souhaitions. Mais il aura fallu de la ténacité, de la patience pour passer de l'idée d'un colloque à la publication d'une synthèse qui à la fois rend hommage à sa qualité scientifique et en conserve une trace. Et conserver une trace, ça fait partie des missions de l'ENSIB. Alors je salue ce soir la ténacité et la patience dont ont su faire preuve Pierre Carbone et Daniel Renoux avec l'appui des équipes de l'ENSIB. Lors de la clôture du colloque, j'ai proposé à Fabienne Henriot, maîtresse de conférence à l'ENSIB, de coordonner la publication des actes. Elle a accepté et je l'en remercie vivement. 2 ans plus tard, le projet a un peu évolué vers un ouvrage qui, pour partie, reprend certaines communications du colloque de 2022 et pour partie l'enrichit de nouvelles contributions sur ce que cela recouvre d'inspecter les bibliothèques depuis maintenant plus de 200 ans.
Alors, je remercie les auteurs et autrices de l'ouvrage, bien entendu le pôle des éditions de l'ENSIB, Noël Dronial-André, Catherine Jackson et leurs collègues qui ont accompagné ce projet éditorial avec le soutien de la nouvelle directrice de la valorisation, Florence Salanouve. Les présentations, la table ronde qui vont vous être proposées dans un instant vont vous permettre de découvrir non pas un, mais bien 2 ouvrages et d'apprécier convergence et différence d'approche aussi dans leur manière d'aborder la thématique de l'inspection. Alors, je remercie encore ENS Éditions de cette collaboration. Isabelle Boutou n'a pas pu être présente ce soir et je la salue, pas plus que Clément Pierre qui aurait dû représenter le président de l'ENS de Lyon. Il y a des petits soucis d'agenda, mais malgré tout, on va parler de ces 2 ouvrages et c'est bien là l'essentiel. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Je passe tout de suite la parole à Pierre Carbone. Bonsoir. Comme je suis un homme de l'écrit, je vais m'appuyer sur mes notes. Étant à la retraite, je vais essayer de ne pas trop radoter non plus. Voilà. Donc le bicentenaire de l'inspection générale des bibliothèques, comme il est dit dans la présentation de l'ouvrage, a servi de prétexte à ce travail. Alors, prétexte. À l'origine, il y avait eu une intention émanant de l'inspection générale des bibliothèques en 2017. Philippe Marcereau en est témoin. Et à l'époque, les inspections étaient dans une situation un peu particulière. Du côté du ministère de l'Éducation nationale, le ministre de l'époque, Jean-Michel Blanquer, avait demandé la fusion de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, IGENR, et de l'inspection générale de l'éducation nationale, IGEN. Quant à l'inspection générale des bibliothèques, elle était sous l'autorité du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et au service du ministre de la Culture. Donc, elle n'était pas concernée par ces projets et donc elle était dans une situation très particulière. C'était pour nous l'occasion de réfléchir à sa spécificité. C'est un petit service et c'était un service d'inspection. Un service d'inspection donc constitué de conservateurs généraux chargés de mission. J'insiste sur ce point parce que quand j'ai été nommé doyen de l'IGB, je suis allé rendre une visite de politesse au doyen de l'IGEN de l'époque, aussi au chef des services de l'IGENR. Et le doyen de l'IGEN m'a dit « mais j'ai pas vu de décret te nommant, comment ça se fait ?» Et je lui ai dit « mais en fait, il y avait un arrêté me nommant chargé de mission. » « Ah, mais alors tu n'es pas un vrai inspecteur. » Donc je ne veux pas dire par là que j'étais un faux inspecteur, mais pas un vrai inspecteur. Donc on voit bien la façon, les problématiques que pouvait traverser l'IGB. Donc notre projet, au-delà de cette anecdote, le bicentenaire approchant, était donc de lancer des recherches sur son histoire, aboutissant à un colloque. Et on disait, donc c'était à l'époque en 2017, on disait on n'a pas trop de ce temps-là pour lancer un vrai programme de recherche. Donc c'était l'idée que j'avais émise, d'autant plus facilement que c'était sur la fin de mon mandat, donc je passais le relais en quelque sorte. Et puis, effectivement, l'une des raisons de lancer ce travail, c'est qu'il y avait à l'époque peu de sources sur l'inspection générale des bibliothèques. Il y avait un article de Maurice Caillé dans le Bulletin des bibliothèques de France, publié en 1970, et repris après dans un chapitre de l'histoire des bibliothèques françaises dans le tome 3. Et puis, parce que l'ENSIB est toujours là, un mémoire de diplôme supérieur des bibliothèques de Marc Bruchet en 2015. Et puis c'était à peu près tout, mis à part, et disons l'évocation parfois du rôle de l'inspection ou de certains inspecteurs, comme avait pu le faire Martine Poulain dans son article sur les bibliothèques durant la Première Guerre mondiale. En 2008-2019, les 4 derniers doyens, Daniel Renoux, Dominique Haro, Benoît Lecoq qui était alors en poste et moi-même, avons donc lancé une réflexion sur ce sujet. Assez rapidement, cette réflexion s'est trouvée dans un contexte nouveau, puisque l'IGB était
intégrée dans une inspection plus large, hein, l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Et cela nous a semblé une raison de plus pour mener à terme ce projet. Nous avions, pas moi seul, mais les 4 doyens, rédigé une note d'intention dont je vais vous lire un passage. Hein. 200 ans après la création de l'inspection générale des bibliothèques en 1822, 3 ans après son intégration fin 2019, ensuite déjà en 2022, dans l'IGESR, il paraît pertinent de jeter un regard rétrospectif et prospectif sur l'évolution des bibliothèques et le rôle joué à des moments clés de leur histoire par l'inspection générale. Il ne s'agira pas de commémorer le passé, mais à travers des moments clés de l'histoire de l'IGB, de le comprendre au regard d'aujourd'hui et de tracer les perspectives pour les bibliothèques. Donc une démarche tout à fait positive et non pas simplement de commémoration. Il nous est tout de suite apparu, au moment où l'IGB en tant que service propre était donc remis en cause, qu'il fallait traiter la fonction d'inspection sur le long terme, indépendamment des avatars qu'elle a pu avoir, des qualités et situations administratives des personnes qui ont assuré ces missions, ces fonctions. Au début du XIXe siècle, écrivains, lettrés, universitaires, puis chartistes, bibliothécaires, et par la suite conservateurs, et jusqu'au moment où, en 1945, s'est constitué un corps d'inspection générale des bibliothèques qui a vécu jusqu'en 1992. Donc, il s'agissait là justement de mettre en avant ce qu'était la fonction d'inspection, quelles que soient les questions statutaires, quelles que soient les situations. Effectivement, au moment où Nathalie Mercer-Oramel a été contactée, la directrice de l'ENSIB, que je remercie d'avoir accepté aussitôt et d'avoir obtenu l'aval du conseil scientifique de l'ENSIB, c'était le confinement. Donc ça a un petit peu compliqué notre travail. Cela dit, nous avons pu, à la rentrée 2020, déjà mettre en place un comité d'organisation que j'ai eu l'honneur de présider, ainsi qu'un comité scientifique dirigé, donc présidé par Malcolm Wellesby, directeur de la recherche, qui a également énormément contribué à la préparation de ce colloque. Il s'agissait bien d'un projet de colloque scientifique, donc d'inviter des chercheurs de divers organismes, ENSIB, École des Chartes, universités, à travailler sur des moments clés de l'histoire des bibliothèques, à partir notamment des sources d'archives de l'IGB. On va revenir par la suite sur ces questions d'archives. Et un appel à contribution a été lancé au printemps 2021 sur les différents thèmes. L'histoire de l'inspection des bibliothèques, on distinguait 3 grandes périodes, avant 1871, la Troisième République, à partir de 1945. Également, donc, un regard métier, l'influence des professionnels des bibliothèques sur les politiques publiques, l'inspection des bibliothèques au regard d'autres inspections patrimoniales, musées, monuments historiques ou éducatifs. Donc, cet aspect des inspections culture, on va en entendre parler. Les bibliothèques sous tout rapport, alors on n'est pas allé dans tout ce qu'on espérait. Donc le rapport Mérimée, en 1858, effectivement, il y a eu une présentation. On pensait à d'autres rapports, le rapport Beck de 1987, le rapport Meulot-Cahard, d'autres rapports de la Cour des comptes ou d'autres inspections, puisque l'IGB n'a pas le monopole du regard sur les bibliothèques. Quelle est l'évolution du contenu de la notion d'inspection, l'évaluation, le contrôle, les normes, le conseil, quelle méthode? Et puis un thème qui n'a pas été traité et qu'il est difficile de traiter dans la mesure où cela demande à s'intéresser à des contextes et à des situations que l'on ne connaît pas forcément bien. Les missions d'inspection et de contrôle à l'étranger, quelle comparaison ou équivalence possible? Alors ce projet a croisé un autre, grâce à Fabienne Henriot, de nature pédagogique et de recherche, un travail d'étudiant de master de l'ENSIB sur les archives de l'IGB et la prosopographie des inspecteurs, qui fait l'objet d'un chapitre et donc dont un résultat et un ensemble de notices sur la centaine d'inspecteurs des bibliothèques depuis 1822 figurant dans un carnet hypothèse.
Ce colloque donc, a eu lieu les 20 et 21 octobre 2022. Son intitulé était « Les bibliothèques sous le regard de l'inspection générale des bibliothèques au cours de l'histoire », 1822-2022. La plupart des communications figurent dans l'ouvrage. Quelques jalons de l'évolution de 1822 à 2022 que j'ai eu l'honneur de présenter avec Daniel Renou. La prosopographie des inspecteurs. 2 focus sur le Second Empire, à la fois Prosper Mérimée et les bibliothèques, à la fois l'affaire Libri et le comité présidé par Prosper Mérimée pour réformer la bibliothèque impériale. Un article une communication de Jean-François Delmas, donc l'affaire de l'inspecteur général de Jean-François Delmas, une contribution sur l'affaire de l'inspecteur général à l'ABN de Marie de Sévrac. On s'est intéressé non seulement à l'inspection générale des bibliothèques en tant que telle, mais aussi à l'inspection des bibliothèques parisiennes, avec la présentation d'Ernest Coyec par Isabelle Antonucci. Les inspecteurs des bibliothèques durant les 2 guerres mondiales, donc une communication de Martine Poulain. Une communication qui n'a pas été publiée sur les sources archivistes, mais il devait y avoir des raisons, sur les sources archivistiques de l'inspection générale des bibliothèques depuis 1945, présentée par Anne Leblé-Kinoshita de la BNF. Les rapports de l'IGB dans la période 45-70, donc qui sont présentés dans un chapitre par Noël Ballet et Olivier Caudron. Et donc ces journées ont été conclues par une table ronde d'inspection aujourd'hui, qui ne fait pas l'objet de retranscription dans cette publication, mais on peut consulter donc, les enregistrements sonores des communications qui n'y figurent pas. L'ouvrage est également enrichi de contributions nouvelles, enrichi de façon heureuse, donc une contribution de Marion de Monteil, dont vous allez parler, d'Anaïs Jacques sur l'inspection générale des bibliothèques populaires, d'Agnès Sandra, l'incident Ulysse Robert à Saint-Mandé, et de Yin Bouchareb sur les inspecteurs généraux des bibliothèques dans le développement de la lecture publique. Il y a peut-être dans ce chapitre sur les politiques des bibliothèques un manque à combler, qui sera, je l'assure, complet. Le secteur des universités étant peu présent dans cette partie. Mais ça n'enlève rien au mérite de l'ouvrage. Ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire. Voilà. Merci. Peut-être je vous laisse répondre. Et puis oui, volontiers. Et puis je m'appuierai aussi sur ce que pourra dire Philippe Marcereau dans la salle, qui est actuellement en poste, alors que moi, ça fait quand même quelques années que je ne suis plus dans ces fonctions. Pour ce qui est de la commande, je dirais qu'il y a eu différentes périodes. Hein. Au XIXe siècle, c'était très clairement des demandes du ministre. C'était effectivement nécessaire qu'il y ait, disons, ces missions de contrôle dans les bibliothèques qui s'étaient vues confier des collections publiques, des fonds appartenant à la nation, et qui n'étaient pas toujours bien gérés. Il y a eu une autre période, à partir du moment où s'est constitué le corps d'inspecteurs généraux des bibliothèques, où inspecteurs qui d'ailleurs étaient aussi dans des fonctions d'administration à la DBLP pour certains, il y avait un autre fonctionnement. C'était les inspecteurs eux-mêmes qui élaboraient leur programme de visite, qui faisaient leur tournée. Et on en trouve une évocation dans les chapitres de Noël Ballet et Olivier Caudron. Et puis on est passé à un autre mode de fonctionnement qui est un fonctionnement sur la base de programmes annuels à partir des années 1990, programmes annuels élaborés par les 2 ministères, essentiellement portant sur le contrôle d'établissement,
mais aussi, et dès les années 1990, une demande d'études thématiques, l'équilibre entre ce qu'on peut appeler des rapports monographiques et des rapports thématiques variant au fil de l'histoire, avec quand même une constante pendant toute cette période, très peu de demandes émanant de la Bibliothèque nationale de France. Merci. Je voudrais justement revenir sur cette question du rapport. On a identifié avec Marion que c'était peut-être le point commun le plus net de nos deux enquêtes. Vous l'avez compris tout à l'heure, bon, là, le colloque de 2022 entendait étudier les bibliothèques sous le regard de l'inspection, c'était le titre. Et puis finalement, ce qui en est ressorti de manière la plus nette, c'est plutôt la figure de l'inspecteur, plutôt que ce qu'ils disent des bibliothèques. Et c'est la raison pour laquelle on a donc orienté l'ouvrage collectif dans cette direction-là. Mais le rapport, malgré tout, reste un peu le morceau de choix dans l'ensemble des sources offertes par les archives de l'inspection générale. Archives qui, il faut le rappeler, sont extrêmement disséminées. C'est un peu le jeu de piste pour reconstituer des séries complètes de rapports, pour constituer un peu toute l'histoire depuis 1822 jusqu'à nos jours. Et je fais un petit retour en arrière, peut-être historique, pour qu'on voit bien la différence d'approche aussi, ou de la complémentarité avec ce qu'a fait Marion. Les historiens sont très habitués des rapports administratifs, les historiens de la Renaissance, a fortiori les historiens du grand siècle, puisque la monarchie Louis XIVienne va engendrer énormément de rapports administratifs par les intendances, les généralités, etc. Et puis plus on avance dans le temps, plus les rapports sont nombreux dans les archives. C'est une source qui peut paraître à la fois rébarbative par sa formalisation, qui a aussi le mérite d'exister et de donner l'illusion d'informations très complètes, très, très denses, ce qui est évidemment une illusion, vous vous en doutez. On a quand même des soupçons face au rapport, soupçons d'une source réductrice qui fige les éléments qu'il énonce, soupçons de langue de bois, d'euphémisation, on en parlait il y a un instant, qu'est-ce qu'on ne dit pas finalement, est-ce que ce qu'on ne dit pas dans les rapports n'est pas plus important que ce qu'on dit? Il y a bientôt un colloque qui va avoir lieu à Bruxelles qui s'appelle « Quand dire, c'est taire ». Et effectivement, c'est, je pense, assez intéressant cette question du silence à tous égards. Ces rapports peuvent paraître très commodes d'utilisation. En réalité, c'est plus compliqué. Ils tentent de traduire l'écart, on l'a dit, entre une norme, des pratiques, mais le référentiel à la norme n'est pas toujours consensuel. La norme du rapporteur, de l'inspecteur, n'est pas forcément celle du rapporté ou de l'inspecté, et ceci en toute bonne foi, on le voit très bien au XIXe siècle, où la notion même de bibliothèque et tout ce qu'on va mettre là-dedans n'est pas forcément compris de la même manière selon qu'on arrive des bureaux du ministère de l'Instruction publique ou qu'on est un agent des bibliothèques qui fait bien ce qu'il peut avec ce qu'il a sur le terrain. Et il nous paraît assez clair que, bien sûr, le contenu du rapport, c'est passionnant, ça ouvre plein de fenêtres sur ce qui se passe dans la bibliothèque à différents moments de l'histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière de produire ces rapports. C'est leur genèse, leur circulation, leurs effets, qui méritent d'être vraiment étudiés pour eux-mêmes. Et on en trouve justement un petit aperçu dans cet ouvrage collectif. Est-ce que finalement, simplement l'acte de rédiger un rapport, au même titre que l'acte d'inspecter, n'est pas en soi un acte politique? Et dans quelle mesure, Marion vient de l'évoquer, l'inspecteur laisse-t-il une trace de sa propre vision dans le rapport, ou bien est-ce qu'au contraire, il s'efforce de faire rentrer son propos dans un cadre politique donné? Alors, des rapports, Pierre Carbone vient de le dire, pour l'inspection générale, on en a dès la fin des années 1820, donc quasiment dès les débuts de l'inspection. Sporadique au début, devenu systématique sous la Troisième République, parfois publié, parfois manuscrit ou tapuscrit, mis en série ou non. Donc on a déjà, sur le plan archivistique, un tableau extrêmement complexe.
ces rapports se prêtent vraiment à des lectures historiques très variées. On voit bien, il suffit de les parcourir, même de manière empirique, qu'on ne rédige pas ces rapports de la même manière selon qu'on est à la fin des années 20, au début des années 1830 avec Ludovic Vitet ou Jean-Alexandre Buchon, par exemple. Les rapports de Baudrillard au début de la Troisième République sont d'une toute autre nature. Ceux de la cohorte chartiste du tournant du 19e, 20e siècle sont à nouveau très différents. Et puis ceux des 30 Glorieuses, n'en parlons pas. Donc des rapports qui sont peu ressemblants. Et c'est bien la preuve que justement la commande n'est pas la même. Et c'est ça qui est intéressant. La commande n'est pas la même et tout simplement, les bibliothèques ne sont pas les mêmes non plus au fil du temps. Et donc l'attention est portée sur des aspects qui sont très différents. Au XIXe siècle, vous me direz si vous êtes d'accord, mais on est bien justement dans une reprise en main par l'État de collections confiées en 1803 aux municipalités qui ne sont pas gérées comme elles devraient. En même temps, le cadre n'a pas été vraiment défini, donc quelque part, les bibliothèques ont aussi des excuses, mais on voit, et ça se voit encore plus avec le classement, le statut de bibliothèque classée en 1897, on a vraiment toute une phase de reprise en main des bibliothèques pour essayer de créer une norme sur ce que doit être cette institution de la culture. Et puis, petit à petit, voilà, l'inspection et les rapports d'inspection tentent d'imaginer aussi de nouvelles normes, jusqu'à l'avènement de la lecture publique à partir des années 1950. Je vais peut-être m'arrêter là sur ce sujet-là. J'aurais encore plein de choses à dire, mais on va peut-être poursuivre. Marion, on a vu donc que la commande évoluait dans le temps par la force des choses. Peut-être qu'on peut en venir au processus de rédaction du rapport. Comment travaille l'inspecteur finalement? Alors là, c'est un peu un retour d'expérience aussi, peut-être qu'on vous demande. Quelles sont les phases d'enquête? Alors, on a bien compris, il y a deux types de rapports, en tout cas aujourd'hui. Il y a le rapport de visite, le rapport d'inspection au sens strict, et puis il y a les rapports thématiques qui sont commandés par les ministères annuellement aux inspecteurs. Donc comment ça se déroule? Comment on écrit? Est-ce qu'on écrit à plusieurs? Est-ce qu'on écrit tout seul? Quel est le circuit de validation finalement? Comment est-ce qu'on écrit un rapport d'inspection? Bien. En fait, le rapport d'inspection, c'est, je dirais, la conclusion de la mission elle-même. Et la mission comprend différentes étapes. Il y a d'abord une phase, je dirais, de rassemblement d'informations, de collecte d'informations, un peu comme une enquête. Et de ce point de vue-là, au fur et à mesure, je pense que c'est toujours comme ça, l'inspection a acquis des méthodes. Assez rapidement, des référentiels, effectivement, se sont constitués sur comprenant les différents chapitres, en quelque sorte, sur lesquels il faut collecter des informations, les différents éclairages à aborder. Puis vient la phase d'inspection proprement dite. C'est peut-être la plus gratifiante, parce qu'après, il faut écrire, et ça prend du temps, et des fois, on n'arrive pas à écrire. Parce qu'il faut trouver aussi le bon fil pour présenter l'ensemble. Donc l'écriture, s'agissant de rapports concernant des bibliothèques, donc des rapports monographiques, c'est bien l'inspecteur qui rédige. Cela dit, c'est l'inspecteur au sein d'un service d'inspection. Donc il y a une tradition qui se constitue petit à petit. On pourrait dire une forme de normalisation. Ça peut aboutir effectivement parfois un peu à la langue de bois. Et puis le rapport ensuite est adressé donc à l'institution concernée, l'université ou la collectivité, par le chef de service. Le chef de service relit. Il ne changera pas le jugement de l'inspecteur, mais il peut, disons, poser des questions sur tel ou tel aspect du rapport. Donc aider l'inspecteur à finir
disons, la maturation de son rapport, si je peux employer ce terme, il est envoyé pour une phase, si c'est toujours comme ça, une phase contradictoire. Phase contradictoire dont l'objet est de s'assurer que les données figurant dans le rapport sont bien exactes. Il peut y avoir aussi un autre aspect, c'est que le président d'université ou le responsable de la collectivité n'a pas le même point de vue. Il l'exprime à ce moment-là dans le courrier en même temps qu'en rectifiant éventuellement des erreurs du rapport. Et son courrier est joint au rapport qui ensuite est transmis au ministre, en l'occurrence au cabinet du ministre, pour être diffusé par la suite. Voilà. Pour l'inspection des bibliothèques, mais pour l'IGESR de façon globale, il y a une répartition géographique pour couvrir l'ensemble du territoire. Donc c'est bien, selon les cas, un inspecteur en charge d'une mission. Il se peut que pour certaines missions, ça soit plus lourd, ça soit 2 ou 3 inspecteurs. Et puis pour les études thématiques, effectivement, là, je crois que c'est un choix collectif, de façon à disons, rassembler les compétences nécessaires pour le thème en question. On a donc vu comment émanait la commande des rapports, on a vu comment on les travaille, ensuite comment on les écrit. Quels sont les effets finalement des rapports? À quoi est-ce qu'ils servent? Comment circulent-ils? Est-ce que... Enfin, moi, c'est l'impression que j'avais eue. Alors, évidemment, ça dépend des périodes. On ne peut pas généraliser sur 2 siècles, mais on a l'impression qu'à certains moments, ils permettent de redonner du sens et une certaine réalité aux liens entre les bibliothèques et l'État, à des moments où ces liens peuvent paraître très distendus. Mais ils permettent aussi de favoriser des négociations entre les agents des bibliothèques et les élus des collectivités. On le voit très bien dans les années 1880, donc là je suis loin en arrière, et plus récemment dans les rapports, parce que là il y en a beaucoup et qu'on voit bien comment ça marche, dans les années 1950, 1960 aussi. Je ne sais pas dans quelle mesure ça pourrait être généralisé. Dans l'ouvrage, il y a un chapitre qui s'intitule « Que peut l'inspecteur ?» et finalement, que peut le rapport aussi dans cette affaire? Alors, qu'est-ce que je peux dire? Dans la période récente, je ne sais pas si c'est toujours comme ça, il y avait, pour ce qui est de la commande, enfin, de l'élaboration du programme pour l'enseignement supérieur, par exemple, quelque chose qui était assez cadré, c'était une articulation avec la négociation des contrats pluriannuels d'établissement en anticipation de cette renégociation. Donc, de ce point de vue-là, le rapport était un élément non négligeable à prendre en compte par l'administration dans ce cadre, d'autant plus que, parallèlement, l'ARS, c'est toujours l'ARS, je ne sais plus. Oui, voilà. Enfin, ce qu'était l'AERS et ce qu'elle est devenue, avait une vision très lapidaire des bibliothèques où au mieux, elle était censée donc faire une visite complète de l'établissement, mais au mieux, ça aboutissait à 2 ou 3 lignes sur les bibliothèques dont on pouvait espérer que ça soit à peu près censé. Donc, de ce point de vue-là, dans le cadre de la contractualisation, les rapports rédigés sur les bibliothèques étaient une source non négligeable pour la négociation. Pour ce qui est de la culture, là, les demandes émanaient de façon générale par une remontée des directions régionales des affaires culturelles, donc des conseillers livre et lecture, remontée sur laquelle le ministère de la Culture portait son propre jugement avant d'élaborer justement le programme soumis à l'inspection générale des bibliothèques. Dans ce cadre, il y a donc un certain nombre de politiques
globales sur lesquelles le ministère de la Culture voulait avoir un avis au sujet de telle ou telle bibliothèque. Par exemple, je prendrai l'exemple des conservateurs mis à disposition. Voilà. Merci. Tout bon rapport se conclut par des recommandations. Et il y a, je dirais, un langage propre aux recommandations. Bien. À la fin de mon mandat, dans une sorte de délire bureaucratique, j'avais essayé de prendre les derniers rapports, de recenser les recommandations pour faire le point, voire effectuer en quelque sorte un suivi de ces recommandations. C'est très difficile. Merci. Je reviens à nouveau un peu plus loin dans le temps. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est que toute cette accumulation de rapports, ceux qu'on a aujourd'hui sous la main, et puis ceux qui sont, on ne sait pas où, mais dont on sait qu'ils ont existé à un moment donné, cette accumulation me paraît devoir être mise en rapport avec toute l'action des bureaux et des commissions qui administrent les bibliothèques publiques, au ministère de l'Instruction publique, puis au ministère de l'Enseignement supérieur. On s'aperçoit qu'à partir de la Troisième République, et au moins, pour ce que j'ai vu, peut-être ça se prolonge après, mais au moins jusqu'aux années 1930, ces bureaux administrent les bibliothèques par des circulaires et par des enquêtes. C'est-à-dire que les bibliothèques reçoivent, peut-être pas tous les ans, mais plusieurs fois par décennie, des formulaires à remplir sur tout un tas de questions. Alors une année, ça va être où en êtes-vous du catalogage de vos manuscrits? Alors il y a une série de questions et puis il faut répondre. Une autre année, ça va être dans les années 1880, quelles mesures avez-vous pris contre les incendies? Bon, il y a des poêles à charbon ou à bois dans les salles de lecture, il faut bien se chauffer. On sait bien que c'est un risque comme un autre. Une autre année, ça va être, je fouille dans ma mémoire, une enquête un peu générale comme ça sur... il y a une grosse enquête sur les estampilles. Est-ce qu'on pourrait avoir un répertoire de toutes les marques, tous les tampons qui ont servi à marquer l'appartenance d'un document par rapport à une bibliothèque, pour que, c'est juste après l'affaire Libri justement, si on voit des documents sur le marché, on puisse peut-être faire le lien avec une bibliothèque d'où le document serait sorti de manière illégale. Dans les années 20, il y a une enquête comme ça sur les pratiques d'exposition permanente, dont on voit que c'est néfaste pour les documents. Il y a comme ça régulièrement des questionnaires qui tombent de Paris, qui arrivent par le préfet ensuite, qui les répercute au maire, qui les envoie au bibliothécaire, qui doit répondre et renvoyer ses réponses. Et on s'aperçoit que dans ces enquêtes, à la manœuvre, au début comme à la fin, il y a des inspecteurs généraux. C'est-à-dire que ces enquêtes sont motivées par des constats qu'ils ont faits pendant les inspections, qui alertent finalement, qui disent il y a quand même un petit problème là, peut-être qu'il faudrait un peu faire le point sur la situation sur l'ensemble du territoire. Et puis ensuite, au moment de boucler l'enquête et de faire le point sur les réponses, et bien à nouveau, ce sont des inspecteurs des bibliothèques qui vont ramasser finalement toutes les données et en tirer un tableau. Alors pas forcément toujours bien rédigé, en général c'est assez, enfin en tout cas ce qu'on a aux archives c'est des brouillons en général. Mais bon, ça a quand même le mérite d'exister. On le voit très bien dans une enquête de 1891 qui brosse un tableau global, mais extrêmement sinistre de l'état des bibliothèques municipales. Et on voit, il y a des fiches sur toutes les... Enfin, pas sur les bibliothèques, mais sur les différents thèmes qui ont fait l'objet des enquêtes. Et les réponses sont collectées soit par ces enquêtes descendantes, soit par ce qui remonte des rapports d'inspection. Donc on a un double mouvement de circulation des données grâce au terrain, grâce aux inspections donc, qui permettent de faire état des situations locales, et à l'inverse, par ces commandes directement des bureaux des ministères pour aller savoir ce qui se passe sur des points extrêmement précis. Et c'est vraiment étonnant, toute cette succession d'enquêtes qui donne l'impression vraiment d'un mode d'administration tout à fait particulier. En 1916, par exemple, au pire moment de la guerre, la Somme, Verdun, tout ça se passe à peu près en même temps.
Les bibliothécaires font bien ce qu'ils peuvent, ils évacuent, ils stockent, ils essayent de mettre à l'abri, sans bien savoir comment le front, évidemment, va progresser. Et puis on a, une enquête qui tombe. Alors, où en êtes-vous de l'évacuation de vos collections ? On se met à la place du bibliothécaire et on se dit, ce qui est entre deux cartons, il a eu le temps de répondre à l'enquête. Il semble que oui, parce qu'on a quand même, c'est pas très complet, mais pour ces zones du nord et de l'est de la France, on a quand même pas mal d'informations. On le voit encore très bien dans des archives qui sont méconnues, qui sont celles d'Henri Aumont, qui sont déposées à l'Université catholique de Louvain, en Belgique, qui sont vraiment énormes. Et il y a plein de rapports d'inspection, notamment des universités. Et dans ces archives, on voit les prémices de cette enquête qui sera publiée un peu plus tard, et pas sous sa direction, mais sous celle d'Émile Dacier, les richesses des bibliothèques publiques, je ne sais plus le titre exact, de la France. Et on voit comment il met en place son questionnaire, comment il va le diffuser, quel relais il va utiliser pour atteindre les centaines de bibliothèques qu'il compte interroger, comment il organise ses relances, comment il récupère les informations et comment il va ensuite produire ces petites notices qui forment cette très belle publication en 2 volumes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappée, c'est que le rapport a finalement une sorte d'effet un peu rebond. C'est-à-dire que ça permet d'alerter sur des situations et ensuite de mener une enquête plus générale sur des points très précis. Et à l'inverse, une fois qu'on a cette vigilance sur ces points-là, on va les recycler dans toutes les inspections qui vont suivre. C'est-à-dire que l'inspecteur, c'est que dans sa grille de travail, il doit ajouter cette question-là. On le voit vraiment dans les années 1890, 1900, jusqu'au lendemain de la Première Guerre mondiale. On voit les rapports s'enrichir de ces questions qui ont surgi de manière un petit peu inopinée, qui ont ensuite été généralisées. Peut-être qu'on peut vous passer la parole, Pierre Carbone, pour quelques mots de conclusion, s'il vous plaît. Ou plutôt d'ouverture du débat. Bien. Je tiens à dire d'abord personnellement que j'ai beaucoup appris à la lecture de l'ouvrage, et donc, y compris sur la période récente. Et donc j'ai le sentiment que cet axe de recherche sur l'histoire croisée des bibliothèques, de l'inspection et des administrations est appelé à de nouveaux développements. Je ferai quelques remarques. D'abord sur la position de l'inspecteur. Dès les débuts, l'administration, le ministère lui-même a eu besoin d'un contrôle effectué par un intermédiaire entre le ministère et les bibliothèques. Même si la nomination du premier inspecteur était un peu anecdotique, que c'est un directeur de la librairie que l'on a recasé de cette façon-là, cette nécessité de contrôle, elle est réelle. Elle est réelle. Depuis le début des années 1800, il y avait des circulaires demandant des catalogues, des inventaires, rien ne venait. Les biens de la nation commençaient à être un peu dispersés. Un intermédiaire, donc pas un acteur direct de l'administration, mais qui effectue une mission pour en référer au ministre directement, sans l'écran de l'administration, même si l'administration bénéficie de la communication de ses rapports. Cet intermédiaire, il faut qu'il soit un interlocuteur qualifié. Cela a évolué. Au début, effectivement, un lettré, un universitaire, puis un expert de la profession. Donc la profession s'est construite. D'abord chartiste, puis chartiste et bibliothécaire, couvrant aussi les archives pendant une bonne période d'ailleurs. Donc une histoire un petit peu complexe. De ce point de vue, quand on regarde les 200 ans, il y a vraiment une singularité de la période de 1945 à 1975 où certains inspecteurs ont été plus directement certains que d'autres, en position d'administration. Être intermédiaire, ça suppose nécessairement une position de neutralité, donc éviter les conflits d'intérêts. De ce point de vue-là, le chapitre sur l'incident Ulysse Robert, qui donc est à la fois jugé parti sur la question de la bibliothèque populaire de Saint-Mandé, est tout à fait évocateur, mais évoquait aussi l'instrumentalisation, et ça peut arriver dans des situations très particulières où on vous demande de faire une mission et on vous suggère presque la conclusion. Ça peut arriver.
Alors, est-ce que c'est une position d'indépendance? C'est un petit peu difficile dans la mesure où c'est des missions, quel que soit le statut, quel que soit le corps, ce sont des missions effectuées par des fonctionnaires sous l'autorité d'un ministre. Donc peut-être pas une position d'indépendance, mais il faut parvenir à atteindre, je dirais, une indépendance d'esprit. Ça, c'est le premier point, la position. Le point de vue de l'inspecteur, c'est un point de vue, je dirais, qui est informé et éventuellement orienté par des attentes ministérielles. Très rapidement, il y a eu des circulaires, des programmes, des lettres de mission, des questionnaires, vous y faites allusion, élaborés dès la fin du 19e siècle par le Bureau des bibliothèques. Mais un point de vue aussi informé, construit par le travail collégial, avec une formalisation des pratiques, des cahiers des charges, des référentiels, des échanges entre les différents inspecteurs, par un historique, bien sûr, les rapports existants, les rapports dans l'inspecteur à connaissance, mais aussi, je dirais, par les préjugés. Et on en voit plusieurs traces, d'ailleurs, dans des chapitres de l'ouvrage, avec, disons, des inspecteurs qui ont, disons, une certaine opinion sur le tempérament régional, etc. Et qui, de façon générale, jugent toujours les femmes bibliothécaires en fonction des informations qu'ils ont sur leur vie privée. Ce qu'on ne se permet plus, bien sûr, mais qui était assez courant. Donc la position, le point de vue, et puis le regard. Alors le regard de l'inspecteur, il peut aller du coup d'œil rapide entre deux trains. Hein, ça arrive, on a un peu de temps avant de prendre le train suivant, on en profite pour aller visiter la bibliothèque à l'époque où ils se faisaient eux-mêmes leur programme, à des missions plus exigeantes. Ce regard dépend aussi de l'accueil reçu. Hein, on le voit dans le chapitre sur l'inspection des bibliothèques populaires, un inspecteur qui est choqué de ce que l'agent à l'entrée de la bibliothèque ne le salue pas et garde son chapeau sur la tête. Donc marque tout à fait son indifférence à sa venue. Donc ça dépend aussi de l'accueil reçu. Alors c'est un regard qui est entre, je dirais, l'expertise, l'indépendance d'esprit, comme je le disais, et le contrôle de conformité. Donc ça mélange plusieurs exigences. Et puis ça pose aussi la question de la sensibilité à l'innovation. Un petit souvenir personnel. J'ai reçu, j'ai eu une inspection au tout début 2000. Et donc la personne qui est venue m'inspecter ignorait tout des abonnements aux revues électroniques. Donc j'ai commencé à lui expliquer. Mais ça veut dire que, aussi expert que l'on soit, on a besoin de se tenir au courant, peut-être même de se former ou de retourner en formation pour être vraiment à même d'améliorer son expertise. Donc, et puis de plus en plus, ce regard est un regard qui est croisé avec d'autres inspections ou comme au sein de l'IGESR, avec les inspecteurs d'autres collèges. Donc après, la perception par les interlocuteurs et les effets concrets, donc le ministre et son administration en premier lieu, y a-t-il mise en œuvre des recommandations? Y a-t-il classement des rapports? Apparemment, l'archivage est un peu compliqué. Les collectivités contrôlées, et là on est dans une démarche, disons, un peu complexe entre la revendication de la libre administration des collectivités et puis ce contrôle de l'État, mais les collectivités administrées librement sont demandeuses aussi vis-à-vis de l'État d'aide, de soutien, donc c'est un peu complexe. Et puis les bibliothécaires, donc, qui parfois s'appuient sur ces inspections, comme vous le disiez, pour faire avancer les dossiers qui n'avançaient pas depuis longtemps. Tout cela fait qu'on voit une évolution, non pas simplement en restant sur les fonctions de contrôle, mais un mixte entre le contrôle et le conseil. Merci pour ce mot de la fin, un mix entre le contrôle et le conseil. Je crois qu'on pourra retenir ça. L'heure est à passer la parole effectivement à la salle. S'il y a des questions, bien sûr, peut-être des compléments.
des remarques que certains d'entre vous souhaitent faire. Bonjour, Philippe Marceroux, responsable du collège Bibliothèque de présentation livre et lecture publique à l'inspection aujourd'hui. Merci à tous les trois pour ces interventions et vous rassurez pleinement, les principes qui ont été énoncés sont conservés assez largement. Quelques modifications ou quelques inflexions à peine par rapport à ce qui a pu être dit. Le monde s'arrêtant en 2022, donc de 2022 à 2024, on a pu constater un plus grand nombre de missions collectives de contrôle, c'est-à-dire que lorsque les situations sont complexes ou lorsque les bibliothèques contrôlées connaissent une situation très difficile, nous ne partons plus jamais seuls. Nous avons toujours une approche territoriale, c'est-à-dire que chaque inspecteur est chargé d'une zone. David, à ma droite, chargé du Grand Est, pour ma part, de l'Occitanie. Mais quand nous avons des missions complexes, nous partons à 2 ou à 3. Ce qui veut dire que nous avons un regard croisé et nous avons comme cela des manières d'écrire qui se complètent. Donc on essaie autant que possible de faire en sorte qu'il y ait le plus grand nombre de regards par rapport à ce que l'on peut écrire, et ce sont des regards qui se complètent, qui se croisent. Ça ralentit un peu le processus évidemment d'écriture, mais ça permet quand même qu'il puisse y avoir plusieurs manières d'écrire et plusieurs points de vue qui se trouvent dans un rapport. L'autre point sur lequel je voulais revenir, c'est la question de l'indépendance. Alors cette question de l'indépendance, elle est, comme l'a très justement dit Pierre, c'est une indépendance qui est faussée. Et elle est faussée plusieurs fois. J'aime beaucoup l'expression d'indépendance d'esprit qui me paraît être effectivement le point d'équilibre. Il y a un deuxième point d'équilibre qui est un point lié à une forme soit de morale ou d'éthique personnelle par rapport à l'expression d'une vérité qui est celle que l'on peut constater et prouver dans le cadre d'une mission d'inspection. C'est-à-dire que l'inspecteur est là, me semble-t-il, pour démontrer qu'une chose se passe ou qu'un fait est établi. Que ce fait soit positif, négatif ou neutre, qu'il ait ou pas un effet sur la collectivité, qu'il ait ou pas un effet sur l'université qu'il s'agit de décrire. C'est peut-être en cela, parce que l'on a cette capacité à essayer de prouver, d'étayer ce que l'on dit dans une démarche quasi scientifique, que l'on arrive, me semble-t-il, à avoir une écriture le plus précise possible, le plus objective possible. On n'y arrive pas, évidemment. Une écriture objective n'existe pas. Mais on essaie de faire en sorte que les rapports soient le plus univoques possible dans ce que l'on peut écrire. Si on essaie d'être indépendant et si on essaie de se dégager le plus possible, on n'y arrive pas, évidemment, du plus grand nombre de points de vue extérieurs, de plus grand nombre de pressions extérieures. Cela veut dire que l'on peut résister au plus grand nombre de pressions. Et ces pressions, comme cela peut être dit, elles peuvent émaner des ministères qui sont finalement nos mandants au départ. On nous commande un rapport. Ça peut être les pressions des collectivités ou des universités qui voudraient que l'on dise une certaine chose. Et ça peut être la pression des bibliothécaires qui voudraient qu'on les aide à faire un certain nombre de choses. Donc, la question est celle du point d'équilibre. Et dans les recommandations que l'on peut faire, ce point d'équilibre, on essaie de trouver dans ces recommandations ce point d'équilibre. C'est un exercice difficile, mais on essaie de le faire. Et je voudrais soumettre à la cantonade une question qui a été celle qu'on a évoquée récemment. Une question qui a été évoquée récemment par une collectivité. Cette collectivité nous a annoncé qu'elle souhaitait publier le rapport auprès de la totalité de ses agents et le publier sur son site internet lorsque ce rapport serait écrit. Question. Que faire ? Puisqu'il y a eu une annonce de cette publicité, faut-il écrire au vrai ce que l'on doit écrire, ou faut-il déjà faire en sorte que l'on écrive quelque chose qui soit supportable par la collectivité ? Ma réponse,
Notre réponse, je crois, elle est très simple. On doit écrire ce que l'on trouvera et ce que l'on devra écrire. Et que cela plaise ou non à la ville ou à la collectivité ou à l'université dont il s'agit, ce récipiendaire du rapport, en quelque sorte, publiera le rapport ou décidera de ne pas le publier. Mais après tout, il s'est engagé à le publier et on verra bien. C'est aussi ça, une forme d'indépendance. Et j'espère bien que les collègues qui seront chargés de l'écriture de ce rapport ne se censureront pas dans leur propre écriture. Et il faudra veiller à ce qu'ils ne le fassent pas, en tout cas. C'est délicat, en effet. D'autres remarques ou questions ? Pour revenir sur ce que disait Philippe Marceau, cette collectivité qui souhaite publier le rapport, il m'est arrivé quelque chose d'un peu différent dans un établissement d'enseignement supérieur, dans une situation de crise, à savoir, il m'avait été demandé, mais une fois le rapport achevé, de présenter devant le comité d'hygiène et de sécurité les conclusions et les recommandations du rapport. Donc c'est un peu différent, mais de ce fait, le rapport a eu une forme de publicité très large au sein de la communauté universitaire. Merci. Quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole ? On dirait que non. Bien. Eh ben merci, merci à tous, merci d'être venus, merci à l'ENSIB pour l'organisation de cette soirée, merci aux presses de l'ENSIB et aux presses de l'ENS pour tout le soutien dans ces travaux d'édition qui sont longs mais qui sont extrêmement intéressants. Sur l'inspection générale, une fois qu'on a mis le nez dans les archives, on a du mal à en sortir. Il y a tellement de choses, on l'a dit, il y a encore plein de pistes à explorer. Les étudiants de M1 qui sont là ce soir le savent. Il y a 4 mémoires cette année qui vont tourner autour des rapports d'inspection. Donc voilà, affaire à suivre. Il y aura encore des choses. Monsieur Marceau, oui. Nous venons de faire aux Archives nationales un énorme versement des archives de l'inspection correspondant à la période 46 2005 à peu près. Pour Pierre, ça va lui dire quelque chose, l'ancienne cave du Taux, dans laquelle il y avait des quantités de rapports, de bouts de rapports, mais surtout de travaux préparatoires à des rapports. Et c'est un matériau tout à fait passionnant à explorer si le cœur vous en dit. C'est pas les rapports qui sont au centre de documentation ? Pas du tout. C'est pas ça. C'est tout ce qui a permis la constitution des rapports. Et oui, c'est finalement beaucoup plus intéressant. Sans doute, que ça. Oui, c'est vrai, oui. Bon. Merci beaucoup. Eh bien, bonne soirée à tous.